quand j'étais venue ici, quand je suis venue ici, comme je disais tout à l'heure, j'avais 18 ans, presque 19, et je ne pensais pas rester. Je pensais que j'allais rentrer au Vietnam chez moi après, donc je ne cherchais pas à être adoptée, puisque j'avais une terre qui m'attendait, et que j'attendais de pouvoir retourner et faire quelque chose. Et puis, quand j'ai fini mes études, cette terre a disparu, je veux dire, disparu dans le sens où la guerre qui se livrait entre le nord communiste et le sud, entre guillemets, libéral, a été gagnée par le nord. Donc, comme je ne suis pas du tout communiste, je ne suis pas du tout pour les dogmes et des dictats et tout ça, je ne voulais pas rentrer. D'ailleurs, ils ne me laissaient pas rentrer, parce que déjà, je suis contaminée par mes études en Occident. Si c'était en Russie, enfin pas en Russie, en Union soviétique de ce temps-là, oui, j'aurais pu rentrer, mais moi j'étais en Belgique, j'étais contaminée par le capitalisme et toutes ces idées dont je ne pouvais pas rentrer, même si j'avais voulu rentrer, je ne pouvais pas. Donc à un moment donné, j'avais plus de patrie, j'étais apatride. J'étais aux États-Unis à ce moment-là, quand le 30 avril 1975, quand le Sud est tombé. Donc, quand le Nord a gagné, j'étais là et ma mère et moi, on était là, enfin pas ma mère, le reste de ma famille, des gens que je connaissais, on était là, on n'avait plus de pays, on était vraiment un statut no man's land, nothing. Donc voilà, et je suis revenue en Belgique parce que j'aime bien la culture européenne dans laquelle j'ai été élevée, puisque j'ai suivi une scolarisation française à Ségon. À partir de quel âge? Là, ma mère m'avait mise à partir de mes 8 ans, à partir de la 8e, selon le système français. Donc 8e, 7e, 6e, 5e, jusqu'au baccalauréat. Et quand j'arrivais à l'école, je ne savais pas parler français. Et là, on devait parler français, parce que c'est un programme calqué sur celui qui est ici en France. Et vous ne pouviez pas parler vietnamien. J'étais en pensionnaire en plus, donc voilà, j'étais obligée de parler français, sinon je n'avançais pas. J'avais même un prénom français qui est Claire, donc j'étais Claire et Tut. Voilà, et c'est pour ça que je disais que j'étais adoptée par la Belgique, parce que je n'avais plus de pays, et je ne voulais pas rester aux États-Unis. J'aurais pu obtenir la green card, parce que j'ai vécu quand même plus ou moins là, et j'ai aidé des réfugiés, les premiers réfugiés vietnamiens, les boat people. C'était pas encore des boat people, c'est après que c'était des boat people. Au début, c'était des réfugiés qui ont été, des gens qui ont été évacués, hein, évacués par les Américains sur leur énorme armada, Seventh Fleet, la 7e flotte qui amarrait au large de la mer de Chine. On dit la mer de Chine, mais nous on appelle la mer de l'Est. Et donc c'était comme ça que, voilà, j'étais là sur place. J'habitais en Floride, dans une ville qui s'appelle Orlando. Et à 100 km Orlando, il y avait un camp, parce que les Américains avaient ouvert 4 camps pour accueillir tous ces gens qu'ils recueillaient, pour les répartir vraiment aux 4 coins des États-Unis, à Pendleton, Californie, en Arkansas, en Floride, le 4e, je ne sais plus où c'est, mais vraiment aux 4 points. Et moi j'étais en Floride, à 100 km Eglin, qui est une base navale américaine. Et l'endroit où j'allais pour aider les premiers arrivés, les premiers réfugiés, s'appelle toujours, je ne sais pas, Tent City. Mais c'est vraiment un nom prédestiné, parce qu'il n'y avait que des tentes, il n'y avait que des tentes. Vraiment tracé à l'équerre, tous les gens comme ça, et j'étais vraiment très contente d'être si proche et de pouvoir aller aider les gens qui, comme moi, n'avaient plus de pays. Et moi, j'avais de la chance parce que j'avais quand même un toit. Et eux, ils n'avaient rien. Et je me rappelle qu'il y avait des mamans qui arrivaient des rizières, qui ne savaient pas dire savon. Comment on dit savon, madame, mademoiselle, parce que alors vous êtes en anglais, vous parlez anglais. En anglais, oui, oui, parce que et à la maison, vous parlez français avec la maman? Avec ma mère à moi? Oui. Ah non, vietnamien. Vietnamien, oui, d'accord. Donc le français, on oublie, pendant cette période-là, on oublie un peu le français. Alors. Oui, on parlait pas, ou bien américain, anglais, ou bien vietnamien. Alors on dit, mademoiselle, c'est comment on dit? Lait pour les enfants, et savon, et eau et tout. Et je les apprenais.
à parler et tout. C'était un moment pour moi exceptionnel, dans le sens où on se sentait utile. J'ai toujours eu ce sentiment que j'étais plus ou moins sauvée de la débâcle. Oui. Un débâcle. J'ai toujours eu des problèmes avec. Ah, d'accord. Parce qu'en vietnamien, on n'a pas de là, on dit un débâcle. Donc, j'étais sauvée du débâcle parce que je pouvais aider des gens. Je pense que si j'avais pas ça, je crois que. Je ne sais pas ce que donc, eux, ils m'ont aidé. Eux, ils m'ont aidé pour donner un petit sens à quelque chose, alors que tout était parti. Et là, vous restez jusqu'à quel âge? Là, j'avais déjà terminé, non, je devais encore revenir pour passer mes études, pour passer mes examens de licence en sciences politiques. Je voulais faire des sciences politiques pour venir rentrer faire quelque chose pour mon pays. Et donc, voilà, je devais encore revenir pour passer mes études. C'était donc avril, hein, donc les examens, pardon, c'était en juin. Donc, je suis allée à Pen City, à Eklint, 2 fois. Une fois avant mes examens et une fois, je suis retournée en Belgique pour vivre en Belgique, pour passer mes examens. Je dis j'avais assez fait. Maintenant, je devais penser à mon futur, avoir un diplôme, mettre Laurie dans mon bol, parce que je n'avais plus rien. Ni famille, ni argent, ni pays, ni rien du tout. Donc, il fallait que je rentre et que je subvienne à mes besoins. Et puis, vous devriez lire Le Soleil famille, c'est très intéressant. Et je passe mes examens, et je réussis mon examen contre toute attente, parce que j'avais un professeur qui s'appelle Jean Salmon, je ne sais pas s'il vit encore, qui lui montait contre le sud, hein, comme beaucoup de gens à l'époque. Nous, on a des employés, des vendus, des traits et tout. Alors moi, je me suis défendue aussi pour ça. Presque là, vous me connaissez, quand je parle, hein. Alors je ne savais pas si j'allais être reçue ou pas. Je devais défendre mon mémoire. Finalement, je suis passée. Et je me dis, bon, maintenant, je travaille, je gagne ma vie, mon pain, je me marie, j'ai des enfants et tout. Je vis ma vie. Puis tout à coup, je me suis retrouvée devant la banque, retirer tout mon argent, et aller dans une agence voyage, acheter un billet pour les États-Unis. Et je retournais là-bas et j'ai encore aidé. Et là, c'était des boat people. Parce que la vague, la première évacuation par hélicoptère, Donc là, il faut situer aux gens, on est dans les années... Non, mais c'est toujours 75. 75, hein. oui. Oui, quand je suis rentrée ici pour mon mémoire, c'était en juin-juillet, ou même en septembre, et puis je suis repartie. On est toujours 75. Et là, j'ai aidé une seconde fois. Et alors, maman est arrivée. Maman s'était évadée d'un camp. Dans le trou, elle a été jetée parce que c'était une empire communiste convaincue et moi j'ai fait son franc parler. Hein. Et donc, elle aurait voulu que je reste aux États-Unis, que si je veux me marier avec les compatriotes, il y en a beaucoup maintenant là-bas, hein, donc, et tout, et puis j'ai pesé le pour et le contre, et puis je me dis, moi mon pays, il m'a trop fait souffrir, moi je ne peux plus être vietnamienne. J'en ai marre de ce pays qui n'arrête pas de se battre. Et puis les bacs en arrière se battent tout le temps, d'abord contre les Chinois, ensuite contre les Français, ensuite contre... Et ensuite entre eux. Mais c'est quoi comme pays, quoi? C'est quoi comme ce peuple belliqueux? Moi, je n'avais plus envie de faire partie de cette population qui... Ils se déchiraient sans cesse. Quoi. Oui, voilà. Et puis bon, alors j'ai dit maman, j'ai pas envie de rester. Parce que maman, elle est toujours en train de lutter, hein, elle a une maxime, je vais le dire en vietnamien. Ça se dit, Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. Ça veut dire, quand l'ennemi aux portes, il est du devoir des femmes de prendre les armes. Oh. Moi, j'ai été élevée dans cette dans ce dicton. Quand l'ennemi est aux portes, il est du devoir des femmes de prendre des armes. Et j'ai été élevée là-dedans, et j'ai été dans le sens du devoir, mais depuis le devoir et le reste. Le devoir, c'est se battre contre les communistes, pour la liberté. C'est même pas contre le communisme, c'est pour la liberté, pour être libre. Ouais. Et tout le reste n'est que, c'est le reste. Moi, je l'ai dit, le journaliste français. Hein. Oui, oui. Et je dis, maman, moi, je m'en vais, je veux plus de devoir, je ne veux plus de cause
J'ai été trop désillusionnée. Non, je vais vivre ma vie, mais elle ne m'a pas retenue. Ben, je t'ai élevée pour être libre. Hein, c'est pas maintenant, tu veux partir que je te retiens. Donc pourquoi je t'aurais élevé si je t'avais coupé les ailes, hein, un oiseau que j'avais quand même nourri. Et donc je suis partie et voilà, ici je me suis mariée, c'est un peu dans le dernier livre, les mots d'amour, je les aime tant. Donc on voit un petit peu le cheminement de Qui est un livre très personnel. Oui, celui-là, je l'ai fait parce que, comme j'ai écrit sur la 4e de couverture, je n'ai fait aucune étude en écriture, en littérature. Je n'ai jamais été... je n'ai pas suivi de cours, sauf, mais là c'est aussi une anecdote qui est très intéressante que je me propose de raconter plus tard. Donc je n'ai pas du tout suivi des études littéraires. Mais là, après la séparation, hein, avec mon ex-mari, j'ai l'impression que c'était une sorte de permis d'écrire. Parce que j'ai vécu comme épouse, comme mère, et ça m'a pris 20 ans, et je crois que j'ai été quand même une bonne... j'ai rempli mon rôle, hein, traditionnel, épouse-mère. À ce moment-là, les épouses ne travaillaient pas, c'est pas comme maintenant, il y en a peu qui travaillaient. Donc, je me suis, disons, entre guillemets, consacrée à ma famille, au départ d'une carrière que j'aurais pu faire, puisque j'ai fait des études supérieures, universitaires. Et à ce moment-là, les emplois se trouvaient très facilement. Et donc j'ai préféré prendre un autre chemin qui est la famille, comme j'ai toujours voulu avoir, puisque je n'ai pas eu de famille, je n'ai pas connu de père. Et ma mère a toujours été très absente parce qu'elle, c'est la cause, c'est le devoir, et le reste, c'est le reste. Hein. Et je faisais partie du reste. Enfin, c'est ce que je ressentais. Donc je suis mariée. Et puis, quand le mariage a pris fin, je me suis dit, maintenant je peux maintenant je redeviens vietnamienne. Parce que pendant tout mon mariage, maintenant je ne parlais pas vietnamien, je ne voyais plus mes amis vietnamiens parce que comme mon ex-mari est belge, on parlait français à la maison, on voyait ses amis à lui qui étaient belges, que je considère qui sont toujours mes amis d'ailleurs. Et donc je parlais très peu vietnamien, j'oubliais presque le vietnamien. Et puis après je me suis remise à écrire et dans ma tête c'est écrire en français. Vietnamien je ne pourrais pas. Je fais toutes mes études en français. Comme je disais, je pense en français mais je compte en vietnamien. Je ne sais pas pourquoi je compte en vietnamien. Je fais mes calculs en vietnamien, mais quand je pense en français. Je trouve plus de nuances, des mots qui expriment mieux mon ressenti en français que je ne possède pas assez de mots. C'est le subconscient qui ressurgit directement. Qui ressurgit, mes auteurs que j'ai lus et tout ça. Et donc j'ai écrit, et donc le premier livre, c'était pour mon pays. C'est le journaliste français. C'était mon pays. Il est revenu, mais l'air de me prendre par les épaules. Voilà, tu redonnes ton haleine et tu fais ce qui te semble bon de faire maintenant, puisque tu as quand même vécu une autre vie. Maintenant, tu peux redevenir, c'est ce que mon père disait d'ailleurs avant de mourir, quand il était devant. Voilà, il y a plusieurs vies dans une vie. Je pense que vous avez eu plusieurs vies dans votre vie, et dans les vies de plusieurs vies, vous avez encore d'autres... Des sous-vies, hein. Et parce que, bon, vous avez dit tantôt que vous n'aviez pas suivi d'atelier d'écriture ou de cours d'écriture, mais dans le cadre d'une formation telle que celle que vous avez eue, vous avez eu quand même une ouverture d'esprit, vous avez quand même pu goûter à différentes sensibilités culturelles aussi, qui font que trouver les mots, par essence, ils apparaissent d'eux-mêmes. Parce qu'encore une fois, c'est l'expérience du parler, des études qui fait que vous avez emmagasiné. Quand on parle déjà du journaliste français, on est à milieu d'un récit. Et pourtant, c'est un récit de vie. On n'est pas dans un récit. On est dans quelque chose de viscéral qui ressurgit. Et on est vraiment dans l'ouvrage comme si on était à côté de la personne qui l'écrit. Et ça, c'est la façon dont je l'ai ressenti. Tous mes amis m'ont dit la même chose. Tu en crois t'entendre, en crois te voir.
tu es là, c'est un film qu'on voit. Oui. C'est C'est comme un film, tout à fait, c'est comme un film. Mais pour revenir au vocabulaire, je pense que comme j'étais en pensionnaire et que ma mère ne venait presque jamais me chercher à cause de la cause. Donc, et j'avais une bibliothécaire, une sœur Thérèse, une Française, qui m'a adoptée. Et là, je voyais je passais mon temps à lire des livres. Et au début, on devait, enfin, le règlement de l'école voulait qu'on payait pour emprunter un livre, emprunter des livres. C'était, je crois, une demi-pièce ou 2 pièces, je ne sais plus. Et moi, j'avais mon argent de poche, allait là-dedans. Et quand j'avais plus d'argent de poche, Sœur Thérèse ne me voyait plus. Et puis elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle a deviné que je n'avais plus d'argent. Alors elle a dit, ok, allez, tu viens, on s'assied, on se pose. Moi, je sais que tu adores lire, parce que quand tu lis, je vois à tes yeux, ton regard, que tu es absorbé. Et moi, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai des paperasseries, je dois faire des classements et tout. Alors je te propose un marché. Tu viens m'aider pour mes classements, et moi, je te laisse lire sans payer. Et en fait, moi, je me présentais pour travailler, j'avais dit 10 ans. Je me présentais pour travailler, pour passer. Elle me dit, oh, mais tu sais, tu es aujourd'hui, non, elle m'appelle Claire, parce qu'on devait m'appeler Claire. Claire, aujourd'hui, j'ai rien à faire, vraiment. Et si tu lisais un peu, hein? Allez, lis. Alors, elle me fait lire, et je lis, et je n'avais jamais rien de classement à faire. Voilà. C'est pour ménager mon amour propre. Voilà. Parce qu'elle ne voulait pas dire, tu es trop pauvre, ta maman te donne pas assez d'argent, mais comme tu lis beaucoup. Non, elle a dit. Et alors, elle m'aidait. À la fin, quand j'arrivais j'avais 16-17 ans, j'avais lu toute sa bibliothèque. Elle se tirait les cheveux. Mais Dieu, tu vas plaire, tu vas trop vite, je n'aime pas ce que tu dis. Mais comment tu veux que je te suive? Et tout ça, ça. Et donc, grâce à elle, j'ai beaucoup lu. Et elle m'expliquait tous les mots que je ne comprenais pas. Et puis là, à 16-17 ans, j'étais en classe philo et là j'avais des livres, j'avais des livres que je ne pouvais pas appeler Stoner, je ne pouvais pas, parce que je devais réfléchir, parce que c'était des réflexions philosophiques, c'était le siècle des Lumières, Diderot, Rousseau, tout ce que vous voulez. Et ben, c'est comme ça que je me suis formée à la culture française, plus qu'à la culture vietnamienne, que d'ailleurs je connais moins bien que la culture française. Même si maintenant je réapprends le français, parce qu'après ma séparation avec mon ex-mari, je redeviens vietnamienne. Mais donc c'est pour ça que je disais que j'étais adoptée, parce que je n'avais pas de pays à un moment donné. La Belgique a bien voulu ouvrir les bras pour m'accepter, et d'autres réfugiés aussi, parce qu'à un moment donné, les pays ne voulaient plus. Ils ne voulaient plus, c'est un peu comme maintenant avec les migrants. Mais la Belgique était là toujours généreuse, et voilà, je suis devenue belge et je suis très contente d'être belge. Et vous me dites que donc, vous êtes marqué par cette culture belge, vous êtes plongé dans cette culture belge, et... Je dirais, disons oui, belge, française, parce oui, d'accord. Mais on va arriver maintenant un petit peu à votre... Puis on fera peut-être un bond en arrière si nécessaire. D'où vient cette envie un jour d'écrire le journaliste français? Depuis combien de temps ce récit viscéral devait-il être couché sur papier? Ou bien est-ce que c'était déjà des notes qui avaient été prises et qu'à un moment donné vous vous êtes dit, tiens, maintenant je publie, je le porte à la connaissance de mes amis? Comment ça s'est passé? Je vais un peu résumer parce que l'histoire est quand même très très longue. Oui. Bien sûr, ça a germé, dans toutes les années où j'étais mère, j'étais épouse, c'était toujours là-dedans. Je trouvais prioritaire de m'occuper de ma famille, de mes enfants, avant de faire autre chose. Et là, c'était une libération, c'était un permis d'écrire, parce que c'est ce que je pense. Et donc, ce journaliste français, bon, tout à l'heure, voilà, je suis très contente que vous m'ayez posé cette question parce que ça me permet de revenir vers l'anecdote du journaliste français dont je disais tout à l'heure que je n'ai jamais suivi d'études littéraires ou d'ateliers. Mais je l'ai fait parce que bon, j'écrivais chez moi des kilomètres de mots. Et mes amis qui avaient l'occasion de me lire me disaient tu devrais te faire publier parce que vraiment ce que tu écris est bien, on aime beaucoup. Et moi je me dis, bon, il me faut un peu de la manche, ça peut me faire plaisir. Et aussi quand on écrit, on est très solitaire, on est devant son écran. Et donc un beau jour, je me suis dit, je vais m'inscrire à un atelier d'écriture, rien que pour avoir un autre professionnel sur ce
sur ce que je produis. Parce que je crois que dans le fond de moi-même, je crois qu'on ne peut pas apprendre à devenir écrivain. On peut apprendre des techniques pour améliorer un peu, mais l'écriture en soi-même, on l'a pas. Je dis toujours que c'est un diamant brut, mais qu'on doit vraiment tailler, mais longtemps pour que ça brille. Et c'est ça que ça c'est mon métaphore pour l'écriture. Donc je me disais, je vais m'inscrire à un atelier d'écriture pour avoir un œil professionnel, pour pouvoir parler avec des gens qui partagent la même passion, parce que l'écriture, c'est comme tous les arts, c'est une passion. Hein. Si on n'a pas la passion, on ne peut pas écrire, tellement on souffre dans l'écrire, enfin, en tout cas. Et donc, il y avait près de chez moi, à Bruckmann, il y avait une institution qui s'appelle Université européenne de l'écriture. Bon, c'est un peu pétro comme nom. Enfin, je m'y ai inscrit, et qu'est-ce qui se passe? L'année où je me suis inscrite, c'était l'année où Vincent Engel venait donner cours. Vincent Engel, de creative literature, donc écriture créative. Creative writing. Vincent Engel qui sera dans le fauteuil au mois de septembre, c'est prévu. Oui? Oui, Vincent Engel. Ah, d'accord. Oui, le monde est petit. Hein. D'accord. C'est extraordinaire, ça. Et donc, je vais là. Je ne vous connaissais pas, Vincent. Au début, on était 30, plus de 30. 30. Par séance, ça dure quoi, 1h30, 1h20. Et le temps qu'il fait parler 3 élèves, c'est fini. Quoi, hein, parce que et je désespérais, je me dis, mais jamais je ne pourrais avoir une analyse un petit peu poussée sur ce que je fais. D'ailleurs, c'était jamais mon tour, parce qu'il y avait tout. Et puis, avec le temps, les gens, le nombre diminue. Hein, ils vont ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils font, les feuilletons, ils tombent aussi. Pour finir, la dernière séance, on est plus que 4. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, ce truc était fermé, les portes étaient closes. Et alors je dis, bon, j'habite à 2 pas, on vient chez moi, on va faire la séance chez moi, est-ce que monsieur le professeur Engel est d'accord? Il dit, ok, d'accord, on va chez moi, et on s'installe, lui, là, nous 4 ici, à la table, et il donne cours, et puis après il me dit, bon, je sais très bien que pendant l'année, je n'ai pas pu vous suivre de très près, mais maintenant que vous êtes plus que 4, vous m'écrivez 3 pages, vous me les envoyez et je vous promets que je les lirai et je vous donnerai un avis circonstancié sur ces 3 pages. Et d'ailleurs, je suis très occupée, il me dit, je suis professeur, donc voilà, vous devez me les envoyer avant mes examens, c'est-à-dire dans 2 mois ou plus tard. Mon Dieu, dès qu'il est parti, moi je me suis plantée devant mon ordi. Je n'ai plus quitté mon ordi. J'étais fâchée quand j'avais faim, parce que je n'avais pas envie d'aller manger, parce que ça allait perdre du temps, je dormais à peine. Après 2 mois, je lui envoie ce que j'ai écrit. Et après, j'ai été jusqu'à chez lui, mettre dans sa boîte aux lettres, tellement j'ai eu peur d'envoyer par la poste, que ça se perde. Et puis, une semaine après, ou je ne sais pas, quelque chose après, il m'écrit, Madame, je vous ai demandé 3 pages, et vous m'en envoyez 200 pages. Et c'est le manuscrit du journaliste français. Voilà. Et alors j'ai dit, professeur, vous faites ce que vous voulez. Il me dit, madame, je n'ai pas le temps, j'écris moi-même, je n'ai déjà pas le temps pour écrire, je ne peux pas lire un manuscrit de 200 pages. Et j'ai dit, professeur, c'est entre vos mains, vous faites ce que vous voulez, vous lisez, vous ne lisez pas, vous jetez à la poubelle, pour moi, c'est l'affaire réglée. Il me dit, il a vu que j'étais très, je veux dire, un peu fataliste comme ça. Ok, je fais de mon mieux, je ne vous promets rien, je fais de mon mieux. Voilà. Sur ce cours, je pars aux États-Unis par ma mère, en Californie, et je crois que c'est le mois de septembre, je ne sais plus quoi, je reçois un mail de Vincent qui dit, Madame, je n'ai pas envie de lire les manuscrits parce que je dois toujours refuser. Alors moi, je dis, voilà, c'est fini, c'est foutu. Et après, la ligne après, elle dit, mais votre roman m'a enchanté. Je viens d'être nommé directeur littéraire chez Lupire. Si vous voulez, je commence ma carrière de directeur littéraire et vous commencez votre carrière d'écrivain avec moi. C'est extraordinaire. Est-ce que vous avez envie? Mon Dieu, j'ai hurlé.
Ma mère me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est devenue folle, pourquoi elle hurle comme ça? Je dis, voilà, mon masque. Et c'est comme ça que c'est sorti que journaliste. Bien sûr, j'ai un petit peu remanié, pas beaucoup, parce que Vincent, donc j'avais déjà écrit un petit peu, et parfois, Vincent est très fort. Hein. Quand il y a des passages, je dis copier-coller. Parce que pour aller plus vite, j'ai quand même fait du papier-coller, du copier-coller et tout. Et donc c'est comme ça que c'est parti le journaliste français. Donc je me dis... Vous ne bon, pouviez non, pas trouver mieux comme non, éditeur. Hein. parce que lui, c'est un auteur comme... C'est un auteur qui est très... qui a du souffle. Oui. J'aime bien les livres qui ont du souffle. Et j'adore parce que j'ai lu Monte Carlo et tout ça. Oui. Et On voit que c'est justement tous ces romans italiens, quand on voit la construction, que tout vient s'emboîter, que les personnages, c'est tout en étant très manipulateur. Parce oui, que... le dernier est très manipulateur. J'ai dit, Enfin, Vincent, j'ai écrit votre meilleur ami, ça, je lui dis. Donc ça, c'est le journaliste français avec un excellent parrain, quoi. Oui, 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 Voilà. je crois que... Et comment vivez-vous la sortie de ce livre? Bon, je ne réalisais pas, parce qu'il est mon éventail. Ah oui, il est ici. Je ne réalisais pas, je ne sais pas possible et tout. Donc j'ai vu Vincent une fois ou deux, il me dit, bon, ce passage-ci est trop long, il faudrait... donc, et ça, c'est trop bref, il faut un peu étoffer. Donc, mais sinon, il n'a pas beaucoup corrigé, je crois que la trame est restée la même. Il était enchanté, et moi bien sûr, moi j'étais aussi très enchantée. Et puis après, bon, Soleil Fanny, c'était aussi sur sa direction, Alligator de Vent aussi, et puis après il est parti, il a quitté du pire et puis la renaissance du livre. Donc voilà, et c'est après ça que j'ai écrit c'est un peu une récréation pour moi, c'est un peu une... Oui, mais là aussi, on se retrouve dans un ouvrage qui n'est pas un ouvrage où il y a bien souvent des écrivains ou des dames, des messieurs qui ont besoin d'écrire pour faire une thérapie sur eux-mêmes. Ouais. On n'a pas ce sentiment-là quand on vous lit. Ah, on n'est pas dans un ouvrage où on se dit oui, mais c'est encore quelqu'un qui va écrire pour un peu pour se soulager. Eh bien, dès le départ et tout au long de l'ouvrage, on voit la trame, on voit le fil, mais on est dans la maison. On est aux aguets pour entendre la voiture qui rentre, qui sort, le bonhomme, où est-ce qu'il est parti, est-ce qu'il est rentré, est-ce qu'il a été la voir. On est vraiment, non pas dans quelque chose où c'est toujours vous qui vous racontez, tout en vous racontant, mais on est devenu le personnage. Et ça, c'est encore une fois le choix des mots, des phrases concises, beaucoup de dialogue et un rythme. Vous avez un rythme là-dedans extraordinaire. Ça, c'est ce que je ressens, moi. Je suis très heureuse de vous entendre parce que j'ai eu peur comme vous dites là, de m'épancher, de dire... J'ai vécu quelque chose, je dois le raconter. Ouais. C'est pas ça. Ouais. Vous avez vécu quelque chose, oui, mais avec une sensibilité extraordinaire, qui n'est pas du verbiage et qui est justement un partage de sensibilité dans certains moments où il y a des émotions qui sont là, où il y a des frissons qui sont là, et vous montrez ces frissons. Vous ne racontez pas des choses, vous les montrez. Ça, c'est toute la différence, et c'est la subtilité, justement, de la belle écriture, je dis. Il y a des gens qui racontent des histoires, et il y a des gens qui ont une belle écriture. Ça ne devient plus une histoire qu'on raconte, ça devient quelque chose où on prend le lecteur avec soi, et on avance en même temps avec les lecteurs. Et les lecteurs vivent l'événement, vivent les faits. C'est ça me rassure. Parce non, mais c'est ça qui est moi, je doute toujours de moi. Je oui. me dis, est-ce que ça vaut quelque chose, ça vaut pas quelque chose. C'est vraiment ça qui fait avancer aussi. Parce que, mais ça me fait vraiment du bien d'entendre dire ça, parce que je n'aime pas non plus aller m'exposer sur la place publique pour un peu de... Non, mais ça oui, mais justement, là, vous pouvez facilement y aller. Ce ne sera pas une exposition, ce ne sera pas monter au pilori et vous dire, tiens, c'est moi qui. Voilà une émotion, partageons-la. C'est dans cet ordre d'idées-là qu'il faut, je veux dire, prendre le bel ouvrage et ne pas avoir peur d'en parler et de dire, voilà ce que c'est que de pouvoir exprimer une émotion. Et non pas, voilà, j'ai vécu ça, voilà comment je l'ai ressenti. C'est deux choses tout à fait différentes. Le partage d'émotions, ça n'a rien à voir avec raconter quelque chose. Vous ne racontez pas quelque chose, vous partagez. Ça, c'est beau, ça.
Ben voilà, je vous laisse laisse un petit peu parce qu'encore une fois, l'ouvrage vient de sortir. Il y a sûrement beaucoup de choses qui peuvent encore se passer. Vous allez sûrement être invité dans des cercles de lecture ou invité à participer à des dédicaces. Encore une fois, ce sont de bons moments aussi, mais qu'il faut affronter en tant qu'auteur. Je les attends toujours, ces bons moments. Voilà, eh bien voilà, ceci est le Je suis premier. déjà avec vous et Le maintenant premier, c'est le très bien. premier est là, Ouais, et encore ouais, à la ouais. rentrée, Oui, je oui, vais dire à la j'espère, rentrée, oui. où Ouais. les choses vont se réactiver. Ouais. Il y a des cercles d'écrivains où on va vous ouvrir les portes et pour vous dire, ah, vous, Ouais. eh bien oui, voilà. Et vous allez découvrir, c'est absolument, je veux dire, hallucinant. Après 3 ou 4 bouquins, vous n'êtes encore dans aucun cercle de lecture. Mais Vous vivez, vous écrivez, les livres sont là, comme vous le disiez tantôt, maître, vous le lisez, vous l'éditez, moi je l'ai fait, tirez votre plan avec. Ici c'est un peu la même chose. C'est là, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, je veux dire mais prendre votre éditeur par la peau du dos et lui dire, écoute, c'est ce que Vincent m'a dit aussi, on a le mais ça, téléphone. l'éditeur va nous entendre, de toute façon il va recevoir le lien de ce que je dis. Il y a une part de responsabilité maintenant de l'éditeur à pouvoir épauler son auteur. Ça fait partie un petit peu, je le dis souvent, du roulement de tambour pour rameuter les troupes et commencer à avancer, pour un petit peu médiatiser l'auteur. Les livres sont là, et c'est les mettre à la portée de main maintenant du public qui doit être intéressé par quelque chose qui se passe. Et je dois dire, il se passe de belles choses en littérature avec ce que vous avez sorti. Déjà dès le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, nous sommes dans une veine extraordinaire. Et pour revenir au dernier livre, Oui. moi j'ai fait ma part, hein, parce que j'ai fait j'ai un ami qui habite une grande villa avec une grande pelouse, une grande terrasse et tout, et on a fait comment dire ça, une présentation du livre devant mes amis seulement, mais on était quand même 40 ou 50, presque 60, et donc c'était une très belle présentation, et le temps était avec nous, c'était pourtant au mois de mai. Et bon, ils m'ont beaucoup, ils m'ont soutenu, enfin ils ont acheté tous mes livres, déjà les anciens, plus celui-ci aussi, le nouveau. Et ce sont eux qui diffusent, ce sont eux mes agents, si vous voulez, de publicité, parce qu'ils aiment. Et donc ils me prêtent, ou bien ils me recommandent, ou bien ils nous offrent, quand ils vont à un dîner, ils offrent un livre, ou bien des fleurs qui vont se faner, ou bien des chocolats qui vont grossir, ils offrent un livre. Et c'est comme ça que c'est le bouche à oreille pour l'instant. Donc disons que j'ai fait ça. Et j'estimais que peut-être de façon erronée que j'ai fait ma part. Et que l'éditeur, bon, il ne veut pas non plus investir pour rien dans ce livre. Il faut qu'il ramène quelques billes. Hein. Et donc il va le faire. Donc voilà, j'espère, je vais rester optimiste grâce à vous. Je vais peut-être aller sur Facebook, non pas au Facebook, c'est ça. Je vais essayer de faire quelque chose. Mais moi, quand le livre est sorti, je suis déjà tellement contente. Ça, je pense bien, oui. C'est une reconnaissance en soi sur la qualité, Oui. sur l'écriture qu'on a fait, quoi. Maintenant, la reconnaissance doit encore être appuyée, évidemment, par le libraire, qui doit être sensible un petit peu à ce que vous avez écrit. Et je pense qu'il le sera rapidement, pour autant que, encore une fois, le circuit de distribution fonctionne bien, que le libraire ait été informé de l'existence de l'ouvrage, ça fait partie... J'espère que Filigrane... Ça, bon, Filigrane, vous êtes bien représenté, mais disons, encore une fois, c'est quand un livre sort, c'est le travail de l'éditeur d'aller le présenter dans les centrales d'achat, d'aller le présenter auprès des libraires pour que eux le prennent, l'aient en stock, mais qu'ils soient surtout intéressés à le découvrir eux-mêmes. Parce que quand un libraire est accroché par un bon livre, et croyez-moi, ils sont à recherche de bons livres, ils reçoivent plein de livres à vendre, mais des bons livres, ils sont peu. Et c'est justement ce qui fait la réputation du libraire, du bon libraire, c'est quand il peut prendre sur la table l'ouvrage qu'il a beaucoup et le proposer à son client. Oui. Incontestablement, c'est un des premiers livres que son client viendra rechercher pour l'offrir à d'autres, parce qu'encore une fois, il aura découvert le coup de cœur du libraire et il comprendra toute l'importance du libraire. Donc je ne peux vous souhaiter que d'autres libraires le découvrent et en fassent quelque chose qui, dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, même 1 an ou 1 an et demi, parce qu'il y a des choses qui sont intemporelles, puissent se mettre en route plus doucement. Moi, je voudrais maintenant, si vous voulez bien, qu'on reparle de ce que j'ai parlé tout à l'heure. Oui. La genèse du livre, d'ailleurs, il est ici. Voilà.
Voilà, donc le titre est donc Les mots d'amour, je les aime tant. Quand l'éditrice m'a dit, a dit, bon, moi je suis très enthousiaste pour ton manuscrit, si tu veux, on travaille, on publie, je dis d'accord et tout, et je demande, est-ce que tu ne crois pas que ce titre, Les mots d'amour, je les aime tant, c'est un peu cucu, c'est un peu eau de rose, mais non, 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 ne change surtout pas ce titre. Alors j'ai gardé ce titre. Et donc ce livre, pourquoi je l'ai écrit, ce livre? Donc, comme je disais tout à l'heure, j'étais en résidence d'écriture chez Marguerite Yourcenar, la villa Marguerite Yourcenar au Mont-Noir, qui est donc en France, près de Lille, à la frontière avec la Belgique. Et j'étais là pour 2 mois. On pouvait appliquer pour 1 mois ou 2, j'étais là pour 2 mois. Et j'étais occupée à un manuscrit que je viens de rendre à mon éditeur. Et un soir, je me promène, c'était au mois de mai ou de juin, il faisait encore clair par le soir, et je me promène dans la bibliothèque de la résidence, et je tombe sur un passage de Marguerite Yourcenar, que si vous voulez bien, je vais lire, parce que voilà. Je suis fatiguée, j'ai marché toute la nuit pour semer ton souvenir. Assise sur un banc, abrutie malgré moi par l'approche du matin, je cesse de me rappeler que j'essaie de t'oublier. Et ce simple passage m'a rejeté dans ce que j'avais vécu quelques années auparavant, quand j'étais en processus de divorce avec mon ex-mari. Et le manuscrit auquel j'étais occupée, j'avais mis de côté et j'ai commencé à écrire les mots d'amour, je les aime tant. Ça venait parce que c'est Marguerite Yourcenar, comme ça, moi je me suis tellement retrouvée là-dedans, et ça sortait et tout. Et alors, quand je suis, après ma résidence, quand j'ai eu fini le manuscrit, j'ai envoyé quelques éditeurs, dont je n'ai plus entendu parler, ou bien ils n'ont pas lu, ou bien ils ne voulaient pas. Donc, je n'ai pas cherché plus, je n'ai pas été demandé, et j'ai continué le manuscrit que j'avais laissé de côté pour celui-ci. Et un jour, mon ancien éditeur me contacte pour savoir si je ne voulais pas revenir publier chez lui. Et je dis ok, d'accord. C'était parce que mon 3e livre, Le Guetteur de Vent, était finaliste du prix littéraire du Parlement Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc j'étais invitée. Et j'ai invité mon éditrice qui est venue et qui m'a dit « Est-ce que tu ne veux pas revenir chez nous pour publier, pour travailler avec nous ?» Parce que j'avais quitté la maison d'édition. J'ai dit « D'accord, ok. » Elle me dit « Alors tu m'envoies un manuscrit vite, vite ?» Je dis « Ok, j'en ai deux, mais il y a un qui est plus abouti, je vais te l'envoyer. » Et alors, je rentre et je sors le manuscrit des mots d'amour, je les aime tant, et je le retravaille. Et j'envoie à mon éditrice qui, après 2 ou 3 mois, me recontacte pour me dire qu'elle aimait beaucoup le manuscrit, qu'elle voulait absolument le publier, est-ce que j'avais envie ou pas. Je dis, mais bien sûr, voilà, on va retravailler ensemble et ça va sortir. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce livre, c'est comme les humains, il a un destin. D'abord, je ne voulais pas l'écrire. C'est parce que j'étais chez Marguerite Yourcenar que j'ai lu un passage de Marguerite qui m'a émue, qui m'a replongée dans ce que moi j'ai moi-même vécu, et que j'ai écrit ce livre, qui n'avait intéressé personne, enfin les quelques éditeurs auxquels je l'ai envoyé, qui était mis dans un tiroir, et tout à coup, j'étais finaliste d'un prix, je revoyais mon éditrice qui me demandait « Est-ce que tu n'as pas un manuscrit ?» Mais oui, c'est pour ça qu'il est sorti. Donc ce livre a une histoire. Et ce livre, je n'ai pas voulu écrire pour raconter ce que j'avais vécu. Parce que bon, tout le monde a vécu des drames dans sa vie. Tout le monde. Et tous les drames qu'on a vécus sont les plus douloureux du monde. Donc, c'était comme ça. C'est pas moi, j'appelle pas ça le hasard. Moi, j'appelle ça la chose déposée par le vent. Comme j'ai écrit dans Guetteur de Vent. Le vent a déposé le passage de Marguerite devant mes yeux. Je l'ai lu et c'était parti. Le déclencheur. Ça, c'était le déclencheur. Et je croyais que ça n'allait pas être publié. Et tout à coup, j'étais finaliste d'un prix littéraire.
Mais ça se ressent c'est dans un l'écriture. destin, Ce hein. n'est pas un devoir d'écriture. On le sent, c'est quelque chose qui est encore beaucoup, qui est plus intime. Moi, je trouve Et que ça, les histoires derrière oui, les tout à histoires fait. sont... J'aime bien. Oui, mais encore une fois, le tout, c'est d'être sensible à l'écriture de l'autre. Vous avez été sensible à l'écriture de Marguerite Ouais. Yourcenar, Ouais. qui a fait revibrer chez vous tout ce que vous exprimez dans l'ouvrage en question. Je crois que j'ai dit Parce qu'il y a ça de à un bons moment. mots, il y a de belles phrases, c'est extraordinaire chez vous. C'est du frisson, hein? Mais je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas, par exemple, à un moment, je disais, les amours, je les aime tant, même s'ils ont fait leur temps. Mais je ne faisais pas exprès pour chercher ces formules. Je ne fais pas ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est beau quand même. Mais c'est ça qui est beau. Parce que Même s'ils ont fait leur temps, Oui. ça rime en plus. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a différentes façons d'écrire, c'est ça que je dis de belles écritures, parce qu'il y a différents moments avec différentes émotions, dans différentes situations, et chaque fois l'écriture correspond au type de situation où on est. Oui, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça, c'est aussi l'authenticité. On Oui. ne cherche pas, on ne fait pas exprès de trouver Non. quelque chose. Ça arrive parce que c'est comme ça. C'est aussi le moment où je dis, je plate blanc, je dis, je ne... Comment est-ce que je dis ça apprendre à désaimer est un chemin douloureux. Et alors, je ne dis pas encore que je suis en train de le désaimer, parce que ça prend du temps. Ce qui se construit avec le temps demande du temps pour se déconstruire. Et tout ça par d'une telle limpidité, je n'ai pas été chercher, c'est venu, ça coule de mes doigts, comme ça, des trucs comme ça. Et parfois je me relis, je me dis, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Je dis, je sais pas. Non, c'est l'émotion qui s'est épanchée d'elle-même. Votre émotion c'est ça qui était est là. extraordinaire, Oui, oui. parce qu'on se découvre aussi Mais ça, je vais dire, je dis souvent, chapeau aux maîtres que vous avez eus, je vais dire aux lectures que vous avez faites, qui ont permis évidemment d'engranger en vous tous ces beaux frissons qui vous ont marqué dans la lecture, et qui vous permet à votre tour maintenant, ça vient de soi-même. C'est aussi l'histoire de mon pays d'origine, Oui. qui est le Vietnam, puisque mon pays pour l'autre instant est la Belgique, mon pays d'origine. Cette histoire est tellement triste, est tellement mouvementée, tourmentée, est tellement déchirante que tous les Vietnamiens ont un peu une âme romantique, d'autres non plus. Moi je crois que la mienne est très plus sensible. On ne peut pas vivre dans un tel pays, sur une telle terre. Je ne dis pas que le Vietnam a souffert plus que d'autres pays, comme je disais tout à l'heure, nous avons chacun notre tragédie. Je trouve que ce peuple est tellement déchiré, torturé, n'est pas béni par les dieux, pas gâté par le destin, que je le ressens sans le vouloir. Et c'est pour moi une chance de pouvoir le dire à travers l'écriture. Pouvoir le dire, et surtout je fais aussi, je crois que pour la première, la trilogie, je me considère comme un écrivain un peu engagé, parce que je dis mes opinions politiques, je ne force personne à prendre mon parti, mais bon, j'expose les faits, et je pense que j'ai fait un peu, je rends un petit peu à ce pays ce qu'il m'a donné, parce que moi je dis toujours, j'ai mes bras, mes jambes, mes yeux, mes oreilles. Et donc j'estime que j'ai beaucoup de chance parmi mes compatriotes qui n'ont pas eu ma chance, qui pour l'instant souffrent toujours au Vietnam parce que la répression est toujours à l'œuvre. Et donc, c'est ma mère toujours, hein, ce sentiment de devoir qu'on doit faire. Et c'est un peu pour mon pays que j'ai écrit la première trilogie, pour un peu faire connaître au monde occidental un peu, voilà. Et c'est bien que j'ai écrit en français, parce que en vietnamien, ce ne serait pas accessible. Par exemple, vous n'aurez pas lu en vietnamien. C'est à la fois je dirais un devoir entre guillemets, et à la fois une passion, et un devoir qui est servi par la passion. C'est le top, hein, parce qu'on fait tout pour sa passion. Hein. Et j'estime que je suis très, très chanceuse, parce que je peux m'exprimer, et en plus je suis publiée, et en plus je suis lue, et en plus je suis ici à enregistrer ce que je pense, parce que ça n'arrive pas à tout le monde, ça. Hein. Ça c'est vrai. Ça n'arrive pas à tout le monde.
Donc maintenant, bon, que ça marche pas, je croise les doigts pour que ça marche. Mais si ça ne marche pas, je m'estime déjà satisfaite d'avoir écrit ce que j'ai écrit, surtout la trilogie, parce que avec elle, j'ai l'impression que ma vie aura servi à quelque chose. Rien qu'avec ces 3 livres. La façon dont je les ai écrits, la façon dont ils ont été reçus, parce que sans fausse modestie, ces 3 livres, le dernier classement, c'est finaliste. Dans le premier reçu de prix, et puis finaliste, le prix de bibliothèque, prix du Parlement, à ce moment-là, c'était pas encore la fédération. Et puis le deuxième était finaliste d'un prix historique, du roman historique français. Le troisième aussi. Donc je me suis dit, je quand même, que je vende pas, moi ça... Oui, d'accord. Oui. Moi, ça Mais enfin, c'est le plaisir de la transmission. Voilà. Et surtout, mes enfants sont nés de père belge. Voilà. Ils ne savent rien de leur histoire. Je ne dis rien. C'est comme ma mère ne dit rien, moi je ne dis rien. Et mon père, quand il est venu ici, il disait rien non plus. Personne ne dit rien. Je crois que les gens... C'est la pudeur aussi, et puis parce que dès que je commence à parler, je pleure. Hein. C'est comme ça. Donc, voilà. Et en plus, je fais que des garçons. Ici, c'est la chaleur. Hein. Je fais que des garçons, donc je me suis dit, mon devoir à moi, c'est que mes enfants sachent d'où ils viennent pour moitié. Oui. Ils sont quand même vietnamiens pour moitié, 50%. Et qu'est-ce qu'ils vont dire plus tard? Pourquoi ce maman est venue ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma famille vietnamienne vit aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'on a éclaté? Donc c'était un peu mon devoir de leur apprendre leurs autres racines, leur autre origine. Parce que si je meurs, je vais dans la rue, une voiture m'écrase, je meurs, mais personne ne leur dira. La famille américaine, elle parle anglais, je veux dire, donc moi j'ai écrit. Et tout ça, c'est aussi par devoir, toujours par amour aussi, évidemment, hein, pour mon pays et pour eux. Et ma fierté, c'est que le livre de journaliste français ait reçu le prix des lycéens, parce que je sais qu'ils sont dans les bibliothèques des écoles. Et mes petits-enfants, l'aîné a même pas 5 ans, ils vont aller à l'école un jour, je ne serai plus là. Ils vont à l'école un jour, et ils vont dans la bibliothèque, ils vont dire, oh, mais ça, c'est le livre de grand-mère. Voilà. Mais quelle fierté plus grande, quel bonheur plus grand. Ah, c'est le livre de grand-mère. Ils vont lire, ils vont dire, ah oui, c'est pour ça que notre grand-mère est venue. Ah oui, oui. C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça. C'est extraordinaire. Je trouve ça merveilleux. Mais on n'est pas toujours maître de son destin non plus. Non. C'est ça qui est merveilleux, parce que si on est maître, bon, personne ne veut être malheureux. Hein. Non, 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 non. Laisser la part à l'inattendu et essayer de faire avec, essayer de s'en sortir du mieux qu'on peut. C'est ça aussi, c'est là le challenge, hein, c'est ça. Oui, je pense à mes petits-enfants et je suis là. Bon, je ne serai plus là, hein, mais bon, eux, ils sauront d'où ils seront venus. C'est... Ouais. Eh bien, il y a tous ces beaux mots. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Moi, j'ai passé un moment très agréable avec vous. Je suis bavarde. Quand je suis partie, je suis partie. Oh. Voilà, eh bien, on refera une autre session à la rentrée. Oui. Vous et moi, c'est aussi grâce à Vincent, hein, voilà. parce que je suis venue l'écouter et vous étiez là. Voilà. Et vous tourniez pour me regarder, monsieur, je ne le connais pas. Et c'est après que je découvre. Mais j'ai lu ma page, hein, et d'ailleurs je ne trouve plus cet article que vous avez rédigé sur le journaliste français. Vous disiez que c'est un de vos meilleurs livres, les meilleurs livres de votre bibliothèque. Je ne savais pas que c'était vous. Ah, mais voilà. Mais ça, voilà. Ça a été dit, ça a été écrit, ça a été publié. Je suis vraiment enchantée. Voilà. Passez une agréable après-midi en notre compagnie. À vous aussi, c'est gentil de m'avoir reçu.